Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode des rendez-vous de connexion familiale. Nous espérons que vous trouverez ici des informations, des éclairages, des conseils pour l'accompagnement des proches présentant un trouble de la personnalité borderline. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Vincent. Nous nous retrouvons dans ce café hors du commun, le Commun Café à Saint-Cyr-l'École, dédié aux personnes touchées par un trouble psychique. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir nos 4 invités. Marjolaine Prieto, médecin responsable du CMP enfants-adolescents de Saint-Germain-en-Laye et d'une équipe mobile soins-école rattachée au centre hospitalier Théophile Roussel à Montesson. Marion Postel-Vinet, psychiatre, chef de pôle de psychiatrie adulte au centre hospitalier de Plaisir. Nathalie Hyssen, psychologue clinicienne au CMP enfants-adolescents de Saint-Germain-en-Laye. Et Amina Emdan, pédopsychiatre, médecin responsable à l'hôpital de jour adolescent de Saint-Cyr-l'École et en CMP enfants-adolescents à Plaisir. Merci d'être là. Cet épisode a pour but de mettre en lumière la formation Connexion familiale dédiée aux fratries de personnes souffrant de troubles de la personnalité limite, de dysrégulation émotionnelle et on met en lumière également son impact sur les familles. Vincent, c'est à toi. Merci. Donc, Marjolaine, comment vous êtes-vous rencontrés ? Alors, avec Nathalie, nous travaillons donc ensemble au CMP enfants-adolescents de Saint-Germain-en-Laye et nous pratiquons la thérapie familiale aussi ensemble. Et nous avons rencontré Marion et Amina lors d'une formation Connexion familiale, dans un week-end de formation en juin 2023. Un week-end de formation qui avait lieu sur Versailles. Et voilà, on s'est rencontrés pendant cette formation. Faut pas dire mieux. Très bien, merci. Marion, pouvez-vous nous raconter la genèse de cette formation dédiée aux fratries ? Comment vous est venue cette idée ? Donc en fait, je crois que c'est une idée qui est venue un peu à tout le monde parce que finalement, les parents en avaient parlé. Nous, comme psychiatres, en fait, on sait qu'on néglige les fratries. Comme psychiatre adulte, on sait qu'on néglige les enfants. Les pédopsychiatres, eux, ne négligent pas les enfants, c'est toujours ça. Mais enfin bon. En tout cas, voilà, le besoin, il est assez sensible pour tout le monde. Ensuite, c'était surtout la question de dégager du temps et trouver, dans le fond, des personnes avec qui réfléchir le programme. Mais je crois que c'était sûr que, en fait, face à une situation d'une personne qui est si douloureuse, si complexe dans la relation, si sur un fil, pour toute la famille, c'est extrêmement difficile, et pas moins pour les fratries. Voilà. Et pour les parents, c'est dur. D'abord, pour la personne elle-même, c'est archi dur. Pour les parents, c'est extrêmement complexe. Pour les fratries, ils sont plein pied aussi, avec toute la détresse, toute la violence, tout le désarroi, parfois voilà, des situations du passage à l'acte auto-agressif grave. Enfin, finalement, c'est éminemment compliqué. Donc, l'idée est venue comme ça. Très bien, merci. Amina, pourquoi est-ce si important de prendre en compte les fratries dans l'accompagnement du TPL ? Alors, du coup, pour compléter un peu ce que disent Marjolaine et Marion, on s'est rencontrés à cette formation et puis finalement lors d'échanges formels au décours de la formation, on a un peu toutes pensé aux fratries, enfin, comme si ça paraissait quelque chose d'assez évident par rapport à ce qu'on rencontre dans notre clinique. Donc comme tu disais, effectivement, on s'occupe des enfants, nous, et des adolescents, mais des enfants qu'on voit. Et on a quand même en arrière-plan l'idée qu'il y a d'autres enfants qui sont dans cette maison, d'autres adolescents qui sont confrontés à la même chose, mais qu'on ne voit pas. Je pense que dans nos pratiques, on essaye d'intégrer, dans la mesure du possible, les fratries par des moyens détournés, soit en s'assurant, enfin en voyant un peu comment ils vont lors des entretiens, soit parfois en les invitant à venir visiter l'unité. Mais c'est vrai que ça ne paraissait pas suffisant au vu de tout ça. Et je ne me rappelle plus de la question qui disait... Pourquoi est-ce si important de prendre en compte les fratries dans l'accompagnement d'un TPL ? Alors voilà, donc effectivement, les fratries dans l'accompagnement des TPL, d'une part, comme je disais, parce qu'ils sont confrontés à la même chose que ce que voient les parents, mais aussi étant sensibilisés pareil à une approche familiale, on sait bien que voilà, ils sont aussi le réceptacle de cette souffrance, donc ils sont potentiellement à risque aussi de décompenser par la suite si on n'y fait pas attention. Et puis vu leur implication dans le système, c'est aussi un élément important à prendre en compte.
Très bien. Et puis peut-être aussi finalement les parents nous ont transmis que c'était pas si simple pour eux de prendre la parole pour ces fratries adolescentes. Ça les mettait face à quelque chose de pas facile à plein de titres finalement, et donc plus simple que des professionnels finalement proposent quelque chose, au moins pour commencer, parce que connexion familiale c'est quand même les proches qui parlent aux proches, et c'est vrai que pour cette histoire de fratrie ça paraissait moins simple. Et puis il y avait aussi finalement on va en parler plus tard, mais finalement le format à revoir, et peut-être que c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé comme psychiatre adulte d'avoir des pédopsychiatres aussi pour penser cette histoire-là. Enfin, voilà, c'est pas si simple de savoir comment on parle d'un sujet, en plus à des ados, bref, donc je comprends aussi un peu que pour des parents peut-être se sentir juste finalement sur le sujet, c'est pas si simple. Ça nous a pris un petit temps aussi pour recaler pas les choses. Oui, c'est le fruit en fait de vraiment une réflexion avec un constat que vous avez pu faire les unes et les autres par rapport à vos patients et ce que vous avez pu entendre. Et du coup, vous avez adapté ce programme, et justement intéressons-nous à ce programme et les outils que vous avez mis en place pour pouvoir le mettre en action pour les fratries. Et je précise juste que ce sont vraiment c'est destiné aux adolescents, les frères et sœurs adolescents de personnes. Oui, parce que finalement le programme pour les adultes, en fait il peut tout à fait intégrer, même si ça ne se fait pas si souvent que ça, mais dans le fond ça peut intégrer toute la famille, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs adultes. Finalement c'est un programme pour les adultes qui est accessible un peu à tout le monde. Marjolaine, avez-vous dû adapter le programme Connexion familiale destiné aux adultes pour le rendre accessible aux ados? Alors oui, bien sûr, nous avons dû l'adapter. Déjà, nous avons voulu partir sur un format plus court, puisque l'idée était quand même de pouvoir limiter le temps où on mobilise les fratries, qui sont déjà quand même un peu en plein dedans tout le temps, et pour lesquels on sait que d'avoir aussi des espaces de temps à eux avec leurs amis, etc. était important, donc pour pas trop empiéter aussi sur leur temps. Plus les cours, plus les... Voilà. Et parce que d'emblée, ce qui nous est apparu important, c'était vraiment deux axes. Le premier, c'est que le vocabulaire, le format soit mis, soit ajusté aux adolescents, qu'on utilise des phrases, un langage plus adolescent, avec un visuel qui soit peut-être un petit peu plus... plus de couleurs. Voilà, un petit peu plus dynamique, un petit peu, et puis qu'on se dégage encore un peu du format peut-être cours magistral, entre guillemets. Et puis l'autre aspect qu'on avait vraiment toutes les quatre en tête, c'était cette question que ces fratries sont quand même bien souvent mises... ou prennent un rôle un peu parental, un peu de responsabilité vis-à-vis de leurs frères et sœurs, et donc de vraiment pouvoir dégager cette question-là et d'avoir un message qui est vous n'êtes ni le parent ni le soignant de votre frère, votre sœur, et on sait dans nos expériences cliniques, et ça s'est conforté d'ailleurs avec ces 2 sessions qu'on a pu mener, que vraiment à quel point ces adolescents se sentent responsables, se sentent coupables, et sont déjà dans une grande vigilance, dans une grande attention à comment faire. Et d'ailleurs au départ ils disent, quand on leur demande ce qu'ils attendent du programme, ils disent comment aider, comment comprendre mon frère, ma sœur, et donc on voulait surtout ne pas venir renforcer cette question-là. Évidemment on l'entend, on la prend en compte, c'est une réalité, mais d'être beaucoup moins dans une dynamique de responsabilisation. Toute la question sur les recherches des solutions, etc., on l'a pas prise. Et c'est quelque chose qu'on leur dit d'ailleurs, qu'on a adapté le programme aussi de ce fait-là. D'accord. Pour vraiment bien insister là-dessus. Merci. Et justement, Nathalie, quels sont les axes du programme pour les adultes que vous avez privilégiés? Alors, on a, comme Marjolaine avait dit, commencé à expliquer qu'est-ce que c'est le trouble de la personnalité. Le trouble de la personnalité, ou cette dysrégulation émotionnelle. Et après, on avait vraiment fait l'accent sur le diagramme du système nerveux, comment la réaction est différente entre une personne plutôt normale et des personnes qui présentent des troubles de personnalité. Et voilà. Et ça leur parlait beaucoup. C'était vraiment quelque chose sur ce diagramme, ils sont revenus, et ça commençait pour eux
un moment où ils comprenaient ce qui est différent et pourquoi ils réagissent autrement. C'était vraiment un moment de compréhension important. Et puis après, c'était l'acceptation de tout ce qui n'est pas comme on voudrait et qui est différent. Et encore difficile, comme c'était difficile aussi pour les parents. Et après, s'ensuit la validation. Comment on peut trouver des petites phrases, des formulations qui aident à apaiser l'état émotionnel du frère ou de la sœur. Et on est resté là-dessus avec beaucoup d'exemples qu'eux ils ont ramenés et que nous on avait proposé avec différentes phrases à choisir et à dire quelle était la bonne ou la phrase qui validait au mieux le sentiment ou de ce qui s'est passé pour le frère et la sœur pour qu'ils se sentent un peu plus compris d'autres. Et eux-mêmes aussi, de se valider aussi de leur ressenti à eux. Justement, Amina, vous avez choisi une approche interactive et vous nous avez parlé de l'utilisation du photolangage. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors en effet, donc du coup Marjolaine parlait un peu et Nathalie parlait de l'adaptation du programme. On a voulu que ça soit court, interactif, mais aussi quelque chose qui soit ludique. Et c'est vrai que, en travaillant en pédopsychiatrie, on a l'habitude du travail avec les médiations pour favoriser les échanges, l'élaboration et tout ça. Donc l'idée, c'est que le photolangage, c'est un matériel qui s'appuie sur des photos pour l'animation de groupes de parole ou d'échanges. Et à travers donc ces photos, donc on a l'habitude d'utiliser ça. Donc c'est des photos qui vont, il va y avoir un panel assez large de situations qui vont être présentées, avec l'idée que les adolescents vont choisir une photo et nous aussi. Et bon, alors on ne fait pas le programme de photolangage du groupe classique, mais ça se fait en général au début. Avec l'idée, ça permet un peu de faire connaissance, mais pas en parlant directement de soi, mais en parlant à travers la photo. Et vu que le thème du choix de la photo, c'est soit autour de la dysrégulation émotionnelle, trouble personnalité limite, ou ce qui se passe dans la fratrie et tout ça, donc en fait ils vont forcément choisir une photo qui va amener l'idée d'échanger sur qu'est-ce qui se passe pour eux. Et donc ça permet d'introduire toutes les questions de ce qu'ils savent de la clinique, ça permet d'introduire toute la question de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils perçoivent, et en fait on s'est rendu compte de plus en plus que ça a été un peu le fil conducteur presque des séances, et voilà, une manière de les connaître assez rapidement, de savoir où est-ce qu'ils en sont, de faire groupe pour commencer. Donc ça c'est l'idée de la médiation, et puis là, comme vous avez sur la table, on n'utilise pas le jeu des besoins, mais le jeu des émotions surtout. Donc il y a toute une partie du programme des adultes autour des émotions primaires, des émotions secondaires, et là aussi on a choisi de le faire de manière ludique, voilà. Avec l'idée là aussi c'est un temps d'échange qui est quand même cadré parce qu'on parle des émotions par rapport à ce qu'ils vivent, mais en même temps qui ouvre la perspective de raconter ou pas ce qu'on a envie de dire ou pas dans le groupe, et puis après de cheminer finalement entre les émotions primaires, les émotions secondaires, les besoins, de se connaître, de se valider pour après aller dans le chemin de la validation de l'autre. Après, les autres médiations se construisent au fur et à mesure. Là, Nathalie, on avait préparé un peu une forme de QCM, de questionnaire avec les validations. Voilà, c'est-à-dire que je pense que de séance en séance, on essaye un peu de voir ce qui peut faire médiation aussi avec les vidéos pour que ça soit quelque chose de convivial et pas une formation, un peu rébarbatif. Et du coup, on fait des allers-retours entre ces médiations et le PowerPoint, ce qui rend les choses interactives. Alors, en parlant de vidéo, vous avez dit que lors de la préparation, que vous êtes servi du dessin animé vice-versa. Donc, peut-être on pourra en dire un petit mot, Nathalie. Oui, on a choisi une scène qui montre très bien comment on peut valider des émotions. Là, c'était la tristesse, c'était l'éléphant qui a vu partir un jouet très précieux dans sa relation
à la jeune et qui s'effondre et il y a le personnage de la joie qui veut absolument le distraire et de faire économie de ce qu'il est en train de vivre comme deuil et tristesse. Et puis il y a l'émotion tristesse qui s'assoit à côté de lui, qui reprend la valeur de cette jouet et qui prend vraiment en considération tout ce qui est en train de passer pour l'éléphant. Et l'éléphant se sent entendu et on voit comment il se détend et comment il peut exprimer sa tristesse et à la fin il se prenne dans les bras et là il peut pleurer et il peut passer à autre chose. Et là il y avait Joie qui ne comprenait pas et qui avait peur en faisant attention à ses émotions que ça allait encore renforcer sa tristesse, mais non, ça a aidé justement à l'éléphant de passer à autre chose et avancer après. Et c'était très, très parlant pour les enfants. Et c'est vrai qu'on a choisi cette vidéo parce que dans le programme Connexion Familiale, c'est autour de la vidéo It's Not About the Nail, qui effectivement a un public adulte, parle beaucoup. Et lors de notre première session, on était parti là-dessus et on s'est rendu compte que sur un public adolescent, le message passe moins et finalement on a tout de suite pensé au dessin animé Vice Versa auquel on fait souvent référence, même dans les cours pour les internes ou avec les patients, etc. qu'on conseille beaucoup. Et finalement Nathalie, en effet, tu as trouvé cet extrait-là qui finalement vient dire un peu la même chose, fait appel au même concept mais qui parle beaucoup plus aux ados et on a pu voir cet après-midi en effet que ça prenait oui, les ados ont tous vu le film. Oui, c'est très très bien. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça permet quand même de se recentrer sur quelque chose de commun et justement de parler, vous parliez de ces émotions, enfin, ils font face à de véritables défis, ces adolescents, et grâce à cette formation, ça vous permet aussi de pouvoir les prendre en compte. Et donc on a quelques interrogations là-dessus par rapport à ces défis auxquels ils font face. Tout à fait. Marion et Mina, quels sont les principaux défis rencontrés par les fratries face au TPL dans leur famille ? Pas une question facile. C'est-à-dire que, en fait, c'est important de ne pas généraliser. Bien entendu, chaque situation est unique, chaque frère et sœur va réagir en fonction de la dynamique familiale. C'est difficile de donner une réponse un peu trop générale. Après, nous, ce qu'on observe, c'est ce que tu as parlé, c'est-à-dire la parentification, l'idée de prendre soin de l'autre et finalement de savoir quelle est sa place en tant que frère ou sœur, quelle est sa place par rapport aux difficultés rencontrées. Mais aussi souvent ce que disent les parents et les familles qu'on rencontre en tous les cas, qu'il y a quand même un focus qui est porté sur la personne qui ne va pas bien au détriment à un moment donné d'un frère ou d'une sœur qui finalement a compris que ça n'allait pas, va avoir tendance à ne pas exprimer ses besoins, va tendance à être là pour aider, mais entre-temps vit aussi tout ce qui se passe à la maison. Donc c'est aussi redonner une place à ses frères et sœurs et que eux puissent reprendre une place qui semble être la leur. Après, les défis, je ne sais pas si c'est en ces termes qu'il faudrait... On peut peut-être rajouter ce qu'a dit Bernard Le Mercier aussi, c'est-à-dire de protéger les parents en leur disant pas toutes les difficultés qu'ils ont à vivre. Et ça, c'est complexe parce qu'effectivement, il semble qu'il y a tellement déjà de choses et rajouter leur propre peine, leurs propres inquiétudes, leur propre colère, leur propre ceci, pas si simple. Ça fait partie aussi des choses qu'on a entendues. Et puis, certains quand même nous ont dit qu'il y avait une exposition à une forme de violence qu'ils subissent. Dans quelle mesure cette violence peut être traumatique pour certains et dans quelle mesure c'est important aussi d'avoir un espace pour pouvoir en parler. Après, globalement, je pense qu'il y a aussi un terrain de fragilité commune auquel il faut faire attention, c'est-à-dire que peut-être que celui qui exprime son mal-être, c'est peut-être quand même intéressant et peut-être qu'il y en a un autre derrière qui a peut-être une souffrance mais qui ne l'exprime pas. Enfin, je pense que le sujet est assez vaste et encore une fois, l'idée c'est d'aller individuellement sur ce qu'ils vivent eux et quelle est leur difficulté, même si on a des choses qui nous semblent assez
commune et générale. Et le défi, alors moi je trouve... c'est l'impact. Alors il y a quelque chose qui me vient pour le défi qui est intéressante quand même. Alors je sais pas si elle est aussi dans les diapos des adultes, mais il y a un moment une nana qui surfe comme ça sur un truc d'équilibre là. Voilà, je sais pas si... Et du coup, marche sur un fil, qui marche sur un fil, voilà, avec ça. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est effectivement d'être en même temps attentif à leurs besoins, cet équilibre finalement entre vivre la situation aussi douloureuse qu'elle soit, mais tout en restant attentif à ses besoins, tout en privilégiant des moments de bien-être, tout en à ce que ça ne prenne finalement pas toute la place. Et je trouve que cette idée, on parle beaucoup d'équilibre entre mes propres besoins, les besoins de mon frère, je pense que si en termes de défi, ça serait peut-être ça. D'accord. C'est vrai que cette notion de dialectique est bien présente effectivement chez les adultes, et du coup vous l'avez, on l'a bien repris pour les adolescents parce que ça fait sens. D'ailleurs, il y avait quelque chose d'assez beau là, au photolangage sur cette session, c'est qu'il y avait une adolescente qui a mis donc une photo du photolangage qui était comme ça. Et qui a dit que, je me rappelle pas très bien, aidez-moi, qu'elle a le sentiment qu'elle marche sur un fil avec sa sœur parce que elle marche sur un fil, donc elle a peur de dire quelque chose, l'impression que voilà, si elle dit ça, ça va le faire réagir d'une manière, si elle dit ça, ça va le faire réagir d'une autre manière. Et ce qui était intéressant, c'est au fur et à mesure là, de l'échange, le fil s'est transformé un peu en plateau. Alors je sais pas par quel mécanisme. Et puis il y avait cette idée que si on sait plus de choses, si on comprend mieux, alors au lieu d'être vraiment sur une corde, on finit par être sur un chemin un peu plus confortable. C'était assez beau ce moment-là. Une question pour vous, Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les jeunes aussi expriment dans leur ressenti lors de ces ateliers? Oui, en fait, c'est ce qu'on a observé plusieurs fois. Moi, je le compte dans les défis aussi, c'est d'être confronté à des menaces de suicide et d'avoir très peur d'avoir causé une tentative de suicide et de se sentir responsable. Et c'est quelque chose qui pèse très lourd à eux. Il y avait plusieurs qui parlaient de ces moments-là qui étaient très, très lourds. Et déjà, de pouvoir le partager, de voir que les autres sont confrontés à ça, ça les a beaucoup soulagés. Et aussi de réaliser que c'était finalement pas eux le déclencheur de cette réaction, mais qu'il y a eu beaucoup d'autres choses auparavant qui se sont accumulées et qu'eux n'étaient pas vraiment là à cause de cette réaction très, très néfaste. Hein. Voilà, ça c'était un grand défi. D'accord. Merci. Marjolaine, est-ce que vous avez des éléments de réponse pour nous donner les effets de ces ateliers sur le bien-être des adolescents qui participent à ces formations? Eh bien, alors voilà, c'est la deuxième fois qu'on propose cette session, donc on a pour l'instant peu de retours et pas des retours formalisés, mais c'est vraiment un axe de développement qu'on a. En tout cas, ce qu'on ressent pendant les sessions, c'est quand effectivement ce dont les collègues ont parlé, cette question du soulagement et de sortir un peu d'une forme de solitude dans laquelle ils sont, de pouvoir se confier les uns aux autres, d'avoir aussi un message d'espoir, puisqu'on avait quelques ados pour qui le frère, la sœur allait un peu mieux, et donc vous pouvez dire moi aussi je suis passée par là et maintenant ça va mieux, donc vraiment quelque chose aussi d'une perspective positive à mettre en balance aussi de la gravité quand même des choses qu'ils nous décrivent, parce qu'on sent que ces jeunes sont quand même vraiment confrontés à de la violence, de la peur, des choses assez potentiellement traumatisantes. Et les prises de toxiques aussi. Les prises de toxiques, oui, qui les inquiètent. Beaucoup d'inquiétudes pour leurs frères et sœurs, et beaucoup d'incompréhension. Ils viennent aussi avec cette question au début, donc on fait le tour, on leur demande de se présenter rapidement, de présenter leur fratrie, et puis de dire ce qu'ils attendent un peu. Et beaucoup cherchent à comprendre ce qui se passe pour leurs frères et sœurs. Et donc je dirais qu'ils ressortent quand même avec plus de compréhension, notamment avec ce schéma-là de l'activation émotionnelle. Et puis, je dirais, de pouvoir venir
venir un peu déposer ce qu'ils vivent et repartir un peu plus léger, en ayant vidé un peu leur sac et en s'étant en effet rendu compte que ils n'étaient pas les seuls à être confrontés à des situations du même type. Je pense que ça joue beaucoup et on voit bien toute l'émotion qui peut parfois venir pendant le groupe, et quand même on s'est fait la réflexion toutes les quatre, alors de manière un peu informelle, mais que quand même en fin de session on les trouvait un petit peu un petit peu moins fatigués, un petit peu plus animés qu'au début. Et puis là, on prend les parents avec nous un petit temps au début de la première session et puis un petit temps à la fin de la deuxième après-midi. Et il y a une des mères qui a pu dire qu'elle trouvait que dans sa posture vis-à-vis de son frère, sa jeune fille était moins dans la réponse agressive, arriver à prendre un peu plus de distance, à être dans une autre posture. Ça a étonné d'ailleurs la jeune, mais c'était assez intéressant d'entendre que entre les deux sessions déjà cette mère avait fait cette observation là, et donc effectivement notre enjeu en tout cas c'est qu'ils soient plus attentifs à leurs propres émotions, qu'ils puissent les identifier, qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe et qu'ils se sentent moins seuls déjà. Si on arrive à ça, on a déjà gagné pas mal. C'est un beau retour en tout cas pour cette deuxième édition. C'est vrai que c'est tout jeune, mais vous avez, je suis certaine, des projets pour la suite, pour pouvoir peut-être étendre ce programme et qu'il puisse perdurer, en tout cas se diffuser autrement, plus largement, je ne sais pas. Mais c'est qu'il y a des collègues déjà, cette histoire des fratries, heureusement, c'est quand même quelque chose qui frisote un peu partout en psychiatrie. Les parents, déjà, il y a 25 ans, ils n'étaient pas du tout considérés. Il y a eu quand même un énorme progrès là-dessus. La question des fratries, c'est quand même quelque chose qui est en train d'émerger un peu partout. On a des collègues de, je ne sais plus, du Nord ou je ne sais plus où, qui ont aussi cette idée et avec qui on va partager. Je pense que d'une façon générale, c'est quand même un enjeu qui va être diffusé. Ensuite, le problème qu'on a, c'est que contrairement finalement au programme pour les parents, c'est comment impliquer, quelle place laisser de la pérédance. En tout cas, vous les parents, c'est vous qui transmettez aux autres parents, et nous on est 4 professionnels. Or les professionnels, d'abord il n'y a pas beaucoup en pédopsychiatrie, tout le monde est un peu sur la brèche, la psychiatrie française est quand même un petit peu en difficulté, donc c'est vrai que la question de la diffusion c'est quand même un peu un enjeu, et on peut moins prendre le relais, comme quand même les parents de connexion familiale l'ont beaucoup fait, et ça donne un souffle et une rapidité d'expansion quand même très forte. Là, on ne sait pas trop quel chemin ça va prendre. En tout cas, de toute manière, on ne peut pas laisser un ado porter ce programme tout seul, ça c'est clair et net. Bref, en tout cas, à voir. Mais ce qu'on sent en tout cas, c'est qu'il va y avoir quelque chose d'un peu multifocal. C'est un sujet, je pense, qui va être repris par pas mal de professionnels. On avait aussi une collègue qui est partie dans le Sud, qui de base aussi avait participé un peu à réfléchir l'idée de ce programme. Je pense que ça va forcément être quelque chose qui va s'amplifier quand même. En tout cas, on a pris toutes les 4 beaucoup de plaisir à animer ces 2 sessions, et on a vraiment envie de continuer. Effectivement, notre temps n'est pas illimité, donc on a dans l'idée de proposer ce programme une fois par an. Ça nous paraît déjà pas mal, mais on est assez attaché à continuer. Pour le diffuser sous la forme d'un programme clé en main, c'est vrai que c'est encore un peu une discussion entre nous, parce que on est en train un peu de formaliser les choses, et donc on se dit que on est encore dans une phase d'adaptation. C'était assez différent entre la première session et la deuxième session. La connexion familiale aux Canadiens, à vous déjà. C'est vrai qu'on va le présenter au CA. Dans le fond, il faut aussi que ça soit validé un peu par l'instant connexion familiale. C'est quand même un programme américain qui a été transposé, et avec l'idée qu'on ne peut pas le modifier n'importe comment. Donc on fera un peu valider dans le fond. C'est vrai que c'est important de le préciser, c'est quelque chose qui est très cadré quand même. C'est pour ça aussi que donc il y a aussi ce travail à faire finalement, et donc vous allez le présenter à l'antenne canadienne. Oui. Tout à fait. La direction canadienne. Sous la forme d'un webinaire. Aussi, et on a aussi dans l'idée de proposer, de présenter le dispositif dans des congrès de psychiatrie ou de pédopsychiatrie. Et après, on verra un peu quelles seront les prochaines étapes pour diffuser les choses. Et avec effectivement cette question aussi de la place qu'on veut donner à la pérédance, en ayant dans l'idée que effectivement c'est vraiment une plus-value d'avoir le témoignage d'un adolescent, et en même temps on ne veut pas non plus que ça vienne renforcer cette position
notion dont on parlait plus tôt dans l'interview, de responsabilité. Donc on voit vraiment plutôt ça sous la forme d'un témoignage. Et c'est vrai que là, on a eu l'expérience sur les 2 sessions d'ados un petit peu plus grands, 19-20 ans, pour lesquels la situation avait été assez explosive et allait un peu mieux. Et donc il y avait à la fois aussi ce message assez positif, d'espoir, et avec une certaine aussi maturité dans la façon de pouvoir présenter les choses. Donc on se dit que sur la base du volontariat, ça pourrait être sous la forme plutôt d'un témoignage. Mais en effet, on n'imagine pas du tout laisser un adolescent ou 2 porter le dispositif. Ça nous paraîtrait un peu antinomique. Nous aider à affiner la forme aussi, parce que là, on a vu sur la question de quel mot on emploie, qu'est-ce qui sonne juste aussi pour les ados, qu'est-ce que peut-être vous pourrez nous coacher un peu aussi sur le PowerPoint, différentes formes d'aide. Ce qu'on avait envie cette interview touche à sa fin et vraiment un grand merci, mais on avait envie de vous laisser la parole l'une après l'autre pour peut-être un mot, une phrase par rapport à ce que vous retirez justement de ces 2 ateliers là pour cette 2e édition de formation fratrie. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Peut-être Nathalie. Oui, alors c'est vrai que ces frères et sœurs, on les voyait à la première session vraiment quelque part débordés d'émotions, il y avait des pleurs, il y avait vraiment beaucoup de cœur. Et à la 2e, un peu plus de légèreté. Et on sentait que c'est un peu les grands oubliés de leur famille dans cette problématique-là. Et je trouve qu'ils ont un peu mieux trouvé leur place et leur façon de s'exprimer, de faire valoir ce qu'eux ils ressentent pour eux-mêmes et entre eux. Et ça, c'est très satisfaisant de voir. C'était à la fois très touchant, mais en même temps, on les voyait comment ils ont changé leur posture et c'était très chouette de voir ça. Et puis moi j'ai trouvé aussi très intéressant parce qu'effectivement ce programme on le pense pour les fratries, pour les soutenir et en même temps à nous les professionnels ça vient vraiment nous apporter un éclairage clinique hyper important et je trouve que en voyant les adolescents, les parents mais aussi les fratries entendre leurs témoignages, nous on en apprend beaucoup sur ce que c'est que de vivre au quotidien avec quelqu'un qui présente une dysrégulation émotionnelle. Et effectivement pour les aider à retrouver une place un petit peu plus confortable et ce temps assez bref avec les parents au début et à la fin mais cette façon de les impliquer, de les faire sortir et de les réimpliquer et qu'ils puissent se présenter pour une fois en tant que parents du frère ou de la sœur et non plus parent de celui qui a le trouble. Je pense aussi que pour les fratries c'était important d'entendre leurs parents se présenter comme leurs parents et vraiment sur cette question de la dynamique familiale j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec mes collègues. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce programme-là, on n'aurait pas eu l'occasion de travailler ensemble. Je trouve qu'il y a une fluidité dès le départ qui nous avait assez étonnés, parce qu'en général, on est fluide avec des personnes avec qui on travaille au quotidien, qu'on connaît, mais je pense que ça a très vite été assez fluide. Et c'est vrai que par rapport un peu au cadre un peu de la psychiatrie en général, de la pédopsychiatrie, de finalement pas avoir le temps et tout ça, et de prendre le temps pour ça, je trouve que c'est important, d'un point de vue... je suis contente de prendre quand même ce temps, malgré le fait qu'on pourrait imaginer qu'il y a plein d'autres choses qui soient prioritaires. Ce qu'on va faire dans le programme, c'est-à-dire ce qu'on va dire aux adolescents, le message qui va être véhiculé, ce qu'ils vont vivre là. Mais je pense qu'il y a toute une histoire un peu plus de ce qui se passe. Tu avais dit quelque chose d'assez juste, c'est que les parents viennent là en disant « je suis le père de tel », et nous on a plutôt l'habitude de recevoir en consultation, c'est le père ou la mère ou le parent de celui qui va pas bien. Et effectivement se mobiliser un week-end pour accompagner son enfant, l'autre enfant, prendre soin de lui, au-delà, j'ai envie de dire, de ce qui va se passer à l'intérieur, c'est quand même important. Voilà. Et pareil, je dirais qu'ils nous apprennent beaucoup de choses, parce que c'est un autre regard porté sur les situations. Merci. Parce que j'ai bien pouvoir dire que je suis d'accord avec tout ce qu'elles ont dit. Moi qui travaille très rarement avec les adolescents, j'adore. Je trouve que vraiment c'est des personnes en construction, avec une finesse, avec une douceur, il y a des émotions, une vivacité d'esprit. C'est vrai que c'était très chouette. C'est vrai que c'est un espace aussi de liberté pour nous. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que c'est agréable finalement
de se lancer, de faire ça sur nos heures supplémentaires, mais comme ça, dans le fond, et voilà. Et puis, je crois que connexion familiale, c'est quand même aussi quelque chose qui est une grande nouveauté, très important, très dynamique. C'est des parents vraiment qui apportent une construction d'une offre finalement de soutien entre pairs qui est très réjouissante. Et faire ça un peu maintenant pour les ados, ça c'est, j'espère, enfin voilà, c'est moins pratique pour qu'ils se, comment dire, pour développer, mais par contre on sent qu'ils se soutiennent entre eux, enfin tout ce qu'apporte les groupes d'une façon générale, mais voilà, chacun s'écoute avec beaucoup d'attention, voilà, comprendre des choses à travers l'autre, à travers que soi-même au moment où chacun parle, etc. Et c'est un moment émouvant et vraiment dynamique, et je crois que ça nous a fait plaisir d'être coparticipants de cette affaire. Merci, vous formez un beau quatuor. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous et c'est vrai que moi ce que j'en retiens c'est toute cette maturité que vous avez pu voir chez ces jeunes frères et sœurs de personnes touchées par une dysrégulation émotionnelle ou par le trouble de la personnalité borderline. Merci beaucoup. C'était un bon moment et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes des rendez-vous de connexion familiale. Et on vous dit à bientôt, peut-être pour la 3e et toutes les autres. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.